Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter ce que l'on fait à Orléans dans le domaine de la pétrologie expérimentale et plus particulièrement ce que l'on a pu faire au cours des 10 dernières années sur le Vésuve. Alors, je commencerai bien sûr par dire que ce n'est pas que moi. Là, je représente le travail acquis dans le cadre d'une équipe orléanaise et bien sûr italienne, puisque le volcan, le Vésuve, est bien sûr, comme tout le monde le sait, situé en Italie. Et ce travail n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide, plus que l'aide d'ailleurs, sans la collaboration forte des collègues. Je cite ici en particulier Raffaello Occioni, INGV, Université de Cagliari en Italie, qui est un des meilleurs connaisseurs de la volcanologie, enfin de la lithostratigraphie, l'évolution du Vésuve, ainsi que d'autres collègues, Michel Pijavant, d'autres collègues de l'ISTO, qui ont lourdement contribué aux travaux que je vais vous présenter. Alors, je dis aussi, je le répète parce que c'est relativement important, les travaux que je vous présente sont financés directement par la défense civile italienne. Ça vous montre à quel point le problème est important en Italie. L'anticipation, quel est le scénario le plus probable concernant le Vésuve. Et donc les autorités, ce n'est même pas le ministère de la Recherche, c'est la défense civile qui nous finance, qui nous a financé les travaux et qui continue de le faire au travers de programmes bilatéraux entre Orléans et plusieurs universités ou centres de recherche en Italie. Donc le Vésuve, tout le monde connaît. Naples est localisé au pied de ce volcan qui a détruit, lors de la fameuse éruption de Pompéi, la ville de Pompéi, donc en 79 après Jésus-Christ. Donc c'est localisé ici, tout à fait relativement au sud de la péninsule italienne. Vous avez ici sur ce transparent le cône actuel, donc, qui a été construit au cours des 3 derniers siècles dans l'amphithéâtre provoqué ou issu des dernières très grosses éruptions, dont celle de Pompéi il y a à peu près 2000 ans. Le Vésuve, c'est un volcan explosif, qui a eu une activité explosive. D'ailleurs, c'est le volcan type sur lequel on a décrit pour la première fois les éruptions dites pliniennes. Tout le monde sait que c'est Pline le Jeune qui a décrit pour la première fois ces fameuses colonnes éruptives qui montent à plusieurs dizaines de kilomètres dans l'atmosphère, voire pénètrent la stratosphère, dans laquelle elles s'étalent et elles sont prises en charge par les grands courants de circulation stratosphérique qui permettent une distribution globale à l'échelle du globe des produits émis lors de ce genre d'éruption. Donc Pline en a fait une description qui reste d'actualité, qui n'a pas été démentie. Donc c'était la première description naturaliste de ce phénomène d'importance, donc à l'occasion duquel la ville de Pompéi, qui était au pied du Vésuve, a été détruite. Alors ce phénomène reste d'actualité, cette possibilité reste d'actualité, puisque le Vésuve est toujours à proximité d'une ville, donc Naples, tout le monde sait. Donc il y a à peu près 700 000 personnes qui vivent directement sur les flancs du volcan, la plupart du temps dans des maisons tout à fait construites de façon tout à fait illégale. Ça, c'est le contexte italien. Mais ça intéresse potentiellement, ça peut affecter potentiellement une zone périurbaine beaucoup plus large, donc Naples. Dans l'ensemble, on considère qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont potentiellement affectés ou affectables en cas de réactivation de ces volcans. Alors, le cadre général, quelques des événements clés du Vésuve. Tout le monde connaît ce que je disais, la fameuse éruption de Pompéi, il y a à peu près 2000 ans. Il faut savoir que le volcan ne s'est pas arrêté à cette époque-là. Il y a eu bien d'autres phénomènes éruptifs depuis. La dernière grosse éruption qualifiée de subplinienne, donc d'intensité légèrement inférieure à une éruption plinienne, s'est produite en 1631, donc c'est relativement récent, au cours de laquelle à peu près 4000 personnes sont mortes directement. Et le dernier événement éruptif est également très bien connu, en 1944, donc il s'est produit lors du débarquement américain sur la péninsule italienne pour la reconquête, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors depuis, et c'est là tout le problème du Vésuve, depuis 1944, absolument plus rien ne se passe. Tous les indicateurs, tous les signaux classiquement enregistrés pour caractériser l'activité volcanique ont montré une décroissance régulière
à tel point que, par exemple, la température des fumerolles aujourd'hui, dans le cratère lui-même, cette température-là est inférieure à 100 degrés, ce qui est extrêmement froid. Il n'y a aucun signe d'activité sismique, par exemple, qui est quand même un des paramètres les plus facilement détectés en cas de réactivation. Or, une petite crise, en 99 de mémoire, dans laquelle on a détecté un séisme dont l'origine reste encore très discutée, un séisme de magnitude 3,9, mais bon, qui s'écarte un peu du bruit de fond que l'on observe actuellement. En tout état de cause, il n'y a aujourd'hui au Vésuve rien qui se passe, et c'est le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quel est l'état du volcan. On sait que c'est un volcan dormant. Tout le monde sait bien, enfin, vous savez qu'un volcan, ça vit plusieurs centaines, dizaines, centaines, voire millions d'années. L'activité Vésuve, les premiers signes d'activité, enfin, datés par des méthodes géochronométriques, montrent que les premières éruptions ont eu lieu il y a à peu près 300 000 ans. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé surtout au cours des 20 000 dernières années, parce que c'est pour cette période-là que l'on a le plus de détails, de connaissances sur l'activité volcanique, tout simplement parce que les dépôts sont plus récents et moins érodés. Vous savez que les dépôts volcaniques s'érodent très facilement. Et donc on a une perte significative d'informations plus on recule ou plus on descend dans la colonne stratigraphique qui caractérise l'activité de ces volcans. Donc vous avez une carte un petit peu tristounette ici. On revoit ici la trace de la caldeira provoquée par la dernière éruption, entre autres par l'éruption majeure, donc plinienne, qui a détruit Pompéi. C'est une caldeira composite. Elle n'a pas été provoquée uniquement par cette éruption. Elle a été provoquée, c'est la conséquence de plusieurs éruptions de type plinienne, donc de type Pompéi, qui se sont produites au moins depuis 20 000 ans. La Pommici basée, la ponce de base, est datée entre 17 et 20 000 ans. Et on a à peu près au moins 4 événements de ce type qui se sont produits sur cette tranche d'âge. Alors depuis 2000 ans, l'activité a changé. Je vais revenir là-dessus par la suite. Et les questions que l'on peut se poser concernant ce volcan, mais bon, ce sont des questions générales à tout édifice volcanique en situation périurbaine, sont les suivantes. Est-ce qu'il y a tout d'abord une chambre sous le Vésuve? Si oui, quelle est sa profondeur? C'est une des questions clés à laquelle on aimerait pouvoir répondre. Sa taille, bien sûr. Qui dit taille permet quand même d'avoir une idée sur le caractère, la dangerosité de l'événement, en admettant que tout le réservoir est évacué au cours de l'éruption. Et bien sûr, bon, la question à laquelle je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui, c'est quand est-ce que ça va redémarrer, et si oui ou non, et de quel est le type de régime éruptif, dynamique éruptive, va avoir lieu. Est-ce que ça va être un caractère explosif ou effusif, donc émission de lave ou émission de colonnes pyroclastiques très haut dans l'atmosphère. Alors aujourd'hui, je vais résumer rapidement un certain nombre de données. Tout d'abord, les données observables de terrain. Le Vésuve a cette chance par rapport à un certain nombre de volcans. Je dirais que c'est probablement le volcan le mieux connu au monde, tout simplement parce qu'il est localisé depuis, pas la nuit des temps, mais depuis l'histoire, depuis le début, la colonisation romaine et avant eux les Étrusques. Il y a eu toujours une présence humaine qui permet d'avoir accès à des écrits et donc à des témoignages relativement directs de quand et sous quelle forme l'activité volcanique, l'activité explosive ou effusive s'est déroulée au cours, en tout cas, des deux derniers millénaires. Donc ça, c'est une chance. C'est aussi également l'endroit où le premier observatoire volcanologique a été installé dans le monde, au cours de 1850. Donc c'est un volcan qui est instrumenté, pour lequel on a un nombre de données pétrologiques, géologiques de base extrêmement détaillées, et ce qui nous permet de comprendre son histoire. Donc ça va être le but de mon exposé. Et je vais vous résumer, donc, d'une part rapidement les grandes lignes de l'évolution de ce volcan. L'état de l'art, c'est un grand mot pour ce que je vais vous dire, mais enfin ce que l'on peut dire sur la base des observations géophysiques. Et je vous montrerai ce que nous, on peut apporter dès lors que, en termes de travaux de laboratoire, reconstitution des conditions d'évolution, de stockage des magmas par des expériences de laboratoire, des expériences hydrothermales,
qui emploient des autoclaves comme ce que vous avez ici au LMTG, enfin au JET, pardon, excusez-moi. Alors, le modèle du Vésuve actuel, sur la base des données géochimiques et pétrologiques, données, on va dire, volcanologiques de base, on pense que le réservoir existe, il est dans la croûte superficielle, entendez par là dans les 10 premiers kilomètres, et que c'est un réservoir qui est alimenté de façon périodique par du magma basaltique. Alors, il est un peu particulier, ce magma, parce qu'il est très riche en potassium, et ça lui donne ce qu'il fait appeler téphrite. Donc, on va parler de basalte, ce n'est pas la peine de se noyer dans le bestiaire de la terminologie volcanologique. Ce sont des basaltes riches en potassium qui, une fois mis en place dans ce réservoir, peuvent évoluer de deux sortes, de deux façons. Soit ce réservoir est alimenté et rechargé en permanence sans sortie, donc on parle de système en conduit fermé. Donc c'est ce cas de figure-là qui permet l'établissement, enfin pas l'établissement, comment dirais-je, le développement de réservoirs relativement importants qui finissent par produire des éruptions de type plinienne, donc de type Pompéi. Ça, c'est un premier cas de figure, donc qui a caractérisé l'activité du volcan jusqu'à il y a à peu près 2000 ans. Soit l'autre cas de figure extrême, c'est donc un système en conduit ouvert, de façon permanente, on peut dire de façon de type caractérisée par une activité de type strombolienne. Vous savez que le strombolie, c'est un volcan également basaltique, pour lequel, dont on connaît une activité comme celle que l'on observe aujourd'hui, et dont on peut retracer cette activité, enfin, dont il y a des témoins, notamment les Romains ont été les premiers à les décrire. On sait que l'activité strombolienne au Stromboli est en cours depuis au moins 2000 ans. Alors, le Vésuve a connu cette activité de façon plus récente. Non, c'est pour vous dire que ce volcan alterne, alors je ne sais pas si on peut dire alterne, mais a connu au moins 2 grands styles éruptifs, et c'est un des problèmes à intégrer dès lors que l'on essaye d'anticiper la prochaine éruption, si éruption il y a. Donc, une rapide vue sur ce que l'on appelle la colonne lithostratigraphique, c'est pour vous montrer qu'on a quand même une vision relativement détaillée, précise, de ce qui s'est passé au cours des 30 derniers mille ans. Vous avez ici les flèches rouges, vous signent les grands événements de type plinien. Donc vous avez ici l'indice d'explosivité qui caractérise justement le caractère plus ou moins plinien ou subplinien de l'éruption. Donc on retrouve ici la première grosse éruption, en tout cas datée, celle de la ponce de base, il y a à peu près 20 000 ans. Une autre intermédiaire appelée la ponce verte, suivie par Mercato, enfin tout un tas de noms qui caractérisent des éruptions majeures, dont la dernière en date, bien sûr, est celle de Pompéi. Donc depuis Pompéi, on a eu des éruptions légèrement moins explosives, mais néanmoins très destructrices, dont celle de Poléna, 500 ans après Pompéi. Et vous verrez au cours de mon exposé qu'il y a eu un changement majeur, j'anticipe déjà un peu, entre cette dernière éruption plinienne et celle qui a suivi, appelée Poléna. Et la dernière de type explosif est celle de 1631, donc de façon relativement récente. Qu'est-ce que l'on peut dire? Quel était l'état des connaissances avant que l'on entreprenne des travaux de laboratoire? Donc, j'insiste toujours sur cet aspect-là parce que nous avons apporté bien sûr des contraintes quantitatives en termes de pression, température, mais cet apport n'aurait pas été possible sans le travail de génération, de géologues, volcanologues italiens qui avaient, d'après simplement des observations de terrain et de laboratoires de pétrologie classiques, abouti à cette vision-là, qui est relativement classique, mais enfin, encore fallait-il y arriver, concernant l'évolution du Vésuve. Vous avez en gros une correspondance assez étroite, on peut le comprendre, c'est relativement intuitif, entre les éruptions pliniennes qui émettent des volumes relativement importants de magma, de l'ordre de 1 à 4 km3, mettons inférieur à 10 km3, qui sont bien sûr, qui dit volume important, dit réservoir relativement important, réservoirs qui en plus ont la particularité d'être zonés chimiquement avec, on pense, une base relativement mafique, donc basaltique, et un sommet plus évolué, plus froid.
plus visqueux, donc qualifié de felsique, avec la particularité, comme ces basaltes sont riches en potassium, ils produisent des termes dérivés qui sont riches en potassium et en sodium et qu'on qualifie de phonolite. Donc ça, ce type de réservoir a alimenté bien sûr les grosses éruptions pliniennes. Les éruptions subpliniennes d'intensité légèrement inférieure, avec un facteur 10 à peu près en termes de volume de magma émis, donc les éruptions de Poléna et celles de 1631 notamment, qui a tué 4000 personnes, ont bien sûr un réservoir relativement moins sphérique. Hein. La géométrie est toujours très simple parce que c'est une donnée à laquelle on n'a pas directement accès sur les volcans actifs, hein, par définition. On ne sait pas ce qui se passe en profondeur, c'est tout notre problème. Mais on imagine un réservoir en forme de cigare allongé dans la croûte, à un niveau qu'on cherche à déterminer, et avec des volumes 10 fois plus petits que les réservoirs pliniens. Et on fait encore un saut d'échelle pour l'activité de type strombolienne, de type effusive, qui a caractérisé le volcan depuis 1631, donc en gros depuis 3 siècles. On a eu une activité strombolienne typique, à savoir avec des émissions de magma, des volumes de magma de l'ordre de 0,1 km3, donc des petits volumes de magma. Alors, une autre caractéristique que l'on connaissait à partir des travaux de pétrologie était, ce que j'ai déjà annoncé tout à l'heure, c'est la zonation chimique discontinue dans le cas des gros réservoirs, des grosses éruptions, continue dans le cas, c'est-à-dire que vous passez de façon continue en fonction d'un élément chimique à un autre, entre la base du réservoir et le sommet. Ça, c'est une observation. Hein, on ne connaît pas exactement l'explication, mais c'est une observation, à des systèmes relativement homogènes, c'est-à-dire que le magma qui sort ici est toujours du basalte. En gros, il n'a pas eu le temps de se différencier dans la croûte, dans le réservoir supérieur. Un point important ici, c'est que les temps de repos entre les éruptions sont bien sûr différents selon le type d'éruption. Entre chaque éruption plinienne, hein, celle-ci il y a 2000 ans, ici c'est 3500 et là c'est à peu près 8000, vous avez justement des temps de repos de l'ordre du millier d'années, voire plus, avec a priori rien qui s'est produit entre. Rien n'est sorti, c'est pour ça qu'on parle de système en conduit fermé. En tout cas, la colonne lithostratigraphique ne permet pas de dire qu'entre ces deux éruptions pliniennes, par exemple Mercato ou Avellino ou Avellino-Pompei, quelque chose est sorti, ou alors il faut faire l'hypothèse que tout ce qui est sorti a été érodé. C'est toujours une possibilité, mais a priori, ce serait quand même très étonnant que rien ne soit préservé, même si c'est vieux, c'est quand même pas très vieux. On n'est pas dans la centaine ou le million d'années. On a quand même des choses qui devraient être préservées s'il y avait eu une activité volcanique entre ces événements majeurs. Pour les réservoirs plus petits, intermédiaires, on a des périodes de repos inférieurs d'un facteur 10. On retrouve cette même évolution que l'on traduisait, enfin, qui se traduisait déjà par la diminution de volume. Vous avez donc une évolution du temps de repos qui diminue, on comprend assez bien pourquoi, pour atteindre, dans la période la plus récente, au cours des 3 derniers siècles, il y a eu plein d'éruptions avec un temps de repos qui n'a jamais été supérieur à 7 ans. En gros, le magma qui arrivait ici ne restait pas plus que 7 ans, on peut faire cette hypothèse-là, en première approximation, dans le réservoir, et donc n'avait physiquement ou chimiquement pas le temps de fractionner, de se refroidir. Alors, en parallèle à cela, un petit peu de géochimie. Vous avez ici, dans un diagramme classique, qui oppose la teneur en silice des roches, c'est la roche totale, hein, c'est ce que vous récupérez sur le terrain, et la teneur en alcalin, c'est une projection, c'est le fameux diagramme TAS, hein, total alcali versus silica content, hein, qui est quand même, il est très simple, donc moi j'aime bien les choses qui sont relativement simples, et qui permettent de discriminer ou de voir quelles sont les tendances géochimiques du volcan au cours de la période récente. Et vous voyez que c'est un volcan particulier, en ce sens qu'il est caractérisé par une évolution continue. Hein, vous avez toutes les éruptions plus vieilles que 8000 ans tombent dans ce champ ici, et quand vous rajeunissez, quand vous rapprochez des éruptions les plus récentes, la tendance se verticalise. Donc vous avez tendance à enrichir votre système en alcalin, à produire des systèmes, enfin, à l'appauvrir en silice au cours de la différenciation,
et à l'enrichir en alcalin. Donc c'est une tendance géochimique. Là encore, c'est un observable, c'est une tendance qu'il faut pouvoir intégrer dans les modèles d'évolution géochimique ou pétrogénétique de ces volcans. Tous les volcans ne montrent pas ça, j'insiste bien sur ce point-là, c'est une particularité du Vésuve. Certains le montrent, enfin en tout cas pourraient le montrer s'ils étaient étudiés avec le niveau de détail que l'on connaît pour le Vésuve, mais si par exemple vous comparez à un volcan français, la montagne Pelée, projeté dans ce genre de diagramme, les produits de la montagne Pelée définiraient un seul et unique trend, une seule et unique tendance. Donc c'est une particularité du Vésuve, cette évolution chimique avec le temps, qui s'accompagne également d'un changement de la dynamique éruptive. Ici, en gros, ici, ce groupe caractérise des éruptions violentes, explosives pliniennes, alors que toutes les éruptions plus récentes, depuis les 3 derniers siècles, tombent dans ce champ-là. Alors, à partir de ça, les volcanologues italiens sont arrivés au scénario suivant. On peut, comme c'est un volcan très connu, on connaît de façon très précise, enfin la plus précise possible en tout cas sur la base des observations de terrain, la quantité de magma émise au cours des, on va dire, 50 000 ans. Et ce qui permet donc, comme on connaît la période, l'âge, le volume, on peut avoir une idée des taux de remplissage des flux rentrant dans le système et sortant. Flux rentrants et sortants, enfin, on connaît les flux sortants plutôt, et avec un certain nombre d'approximations, on peut faire des hypothèses sur les flux rentrants dans le système, en tout cas dans le réservoir supérieur. Donc on aboutit à ce chiffre, à peu près 10-3 km3 par an. C'est tout à fait, comment dirais-je, comparable à d'autres systèmes volcaniques. Là, il n'y a pas d'anomalie spécifique au Vésuve. C'est un volcan normalement alimenté. On sait par ailleurs que depuis 1944, bon là, il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien. Donc, à partir de ce flux et de la période qui nous sépare de 1944, on peut calculer, ça c'est assez simple, le volume de magma qui est potentiellement rentré dans le système depuis la fermeture en 1944. On arrive à cette estimation-là de volume, donc ce n'est pas un gros volume, ce qui correspond, si on fait l'hypothèse que le réservoir en profondeur a la forme d'une sphère, ce qui est l'hypothèse la plus simple, à une sphère de 360 mètres, donc infrakilométrique. Et donc là commence un des premiers problèmes au Vésuve, c'est qu'avec les techniques de géophysique, notamment les approches sismiques et la densité des réseaux actuels autour du Vésuve, moi je ne suis pas un sismologue, mais les sismologues italiens disent en gros la résolution spatiale maximum actuellement, avec les dispositifs existants aujourd'hui, est de l'ordre de 500 mètres. En d'autres termes, on ne voit pas. S'il y a une poche de magma, elle est petite, elle est trop petite pour qu'elle puisse être vue par imagerie sismique. Donc ça, c'est bon. Donc on ne peut pas répondre directement avec cet outil-là, avec la résolution que l'on a actuellement. Les différentes contraintes que l'on a sur la présence ou non, ou sur l'état actuel du système, du circuit d'alimentation sous-jacent au volcan sont de deux types. Vous avez bien sûr les données pétrologiques donc, qui sont de deux sortes. En gros, vous pouvez analyser les inclusions fluides piégées dans les minéraux ou les inclusions vitreuses également piégées dans les minéraux. Également un certain nombre de ce qu'on appelle des lithiques, tous les fragments qui sont transportés, arrachés par le magma lors de son ascension et qui sont donc éjectés à la surface. Donc ces données-là vous indiquent des pressions de piégeage, qu'elles soient fluides ou de liquide silicaté, relativement avec un faisceau, un éventail assez large, entre 1 kbar et 3 kbar, enfin ça va jusqu'à 6 kbar. Donc bon, ça reste, on sait qu'il y a quelque chose, mais ça à la limite, on savait qu'il y a probablement eu un réservoir, mais la précision apportée par ces approches pétrologiques conventionnelles, donc l'observation des cailloux, ne permet pas de conclure quant à l'existence d'un ou plusieurs réservoirs et leur localisation exacte dans la croûte. En termes géophysiques, la situation n'est pas tellement plus avantageuse. Les données gravimétriques donc, qui jouent sur les densités, c'est les différences de densité entre magma et son encaissant. Le magma, par définition, est un matériau plus léger. Donc, s'il est présent en proportion considérable et si le contraste de densité est important, on doit pouvoir le détecter. La gravimétrie aujourd'hui, il y a eu pas mal de campagnes de gravimétrie, indique en tout cas aucun signal dans les premiers 6 km de la croûte. La magnétotellurie donc, utilise la conductivité électrique
des matériaux. Les magmas, comme ce sont des milieux fondus, en général riches en volatiles, c'est le cas du Vésuve, on le sait par ailleurs, sont des matériaux relativement conducteurs, en tout cas beaucoup plus que l'environnement, la croûte terrestre. Là, pareil, on ne voit pas de signal clair. Il y a des choses, mais on ne sait pas les interpréter correctement. On est en général en système volcanique très gêné par tout ce qui est système aquifère superficiel ou le système hydrothermal qui surmonte ou qui surplombe la chambre, en général riche en milieu salin, en fluides aqueux, salino-aqueux, qui ont une très forte conductivité. Donc on a un problème d'interprétation. En tout cas, on ne peut pas trancher sur la base de la magnétotellurique aujourd'hui sur la présence ou l'absence d'un magma. Alors je reviens à la sismique. Il y a eu une campagne dans les années, fin des années 90, début des années 2000, une campagne qui s'est appelée TOMOVES, donc tomographie sismique sur le Vésuve, qui a permis de mettre en évidence un phénomène qui était inconnu, enfin un niveau, une anomalie sismique dont la plus superficielle, plusieurs anomalies sismiques, en fait c'est des zones où la vitesse de propagation des ondes diminue d'un pourcentage significatif, de l'ordre de 10 à 20%. Et ces niveaux d'atténuation, il y en a plusieurs sous le Vésuve, et le plus superficiel est localisé à 8 km, donc à peu près à 2 kilobars de profondeur. Voici rapidement comment ça se traduit en termes d'image. Vous avez ici les campagnes, des campagnes à terre, mais également en mer, qui ont permis de faire l'imagerie, une imagerie relativement détaillée, et voilà les niveaux superficiels d'atténuation, d'anomalies sismiques qui ont été assez rapidement interprétés par un certain nombre de géologues ou géophysiciens comme la signature d'un réservoir profond au Vésuve. Bon, ce n'est pas aussi simple. Enfin, malheureusement, la signature sismique ne peut pas être interprétée uniquement en termes de magma. Elle signe avant tout donc, une diminution de la propagation, en général qui est attribuée à la présence de fluide. Et toute la question, en fait, c'est la nature du fluide qui est responsable de cette atténuation-là. Est-ce que c'est un fluide aqueux, un fluide salin? Est-ce que c'est du magma? Très honnêtement, aujourd'hui, on n'en sait trop rien. Mais bon, compte tenu du contexte au Vésuve, pour certains volcanologues italiens, c'est la trace indiscutable d'un réservoir donc localisé à 8 km de profondeur. Donc, je passe ici. Dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que nous, on est arrivé. Enfin, on a proposé on a été sollicité par les géologues italiens pour faire un certain nombre d'expériences hydrothermales que je vais vous présenter maintenant assez rapidement. Je vais essayer de ne pas vous noyer sous les données parce que ce n'est pas forcément très excitant à voir tout le temps. Donc, le principe de base est simplement de déterminer ce que nous, on qualifie de conditions préruptives. C'est-à-dire qu'on travaille sur un certain nombre d'éruptions que l'on pense être représentatives du système dans son ensemble, et on essaie de reproduire la minéralogie, c'est vraiment pas plus compliqué que ça, la minéralogie préservée par ces ponces volcaniques. Et dès lors que l'on arrive à déterminer un jeu de conditions de pression, de température, teneur en eau et autres, pour lesquels on reproduit à la fois la minéralogie mais la composition des minéraux, on conclut que ce jeu de conditions de pression, de température correspond à un niveau de stockage défini, un niveau de stockage probable du réservoir, enfin la localisation du réservoir dans la croûte. D'une façon un peu plus générale, ce que l'on fait nous, ça intéresse plus les géochimistes ou les pétrologues qui s'intéressent vraiment aux évolutions géochimiques de ces systèmes. Les travaux de laboratoire que l'on fait nous correspondent finalement à un test de l'équilibre, dans quelle mesure l'équilibre entre un cristal et un liquide silicaté est atteint dans le réservoir. On définit les conditions d'équilibre. Les travaux de laboratoire définissent toujours en première approximation, les conditions d'équilibre, donc les conditions vers lesquelles le système tend s'il n'est pas perturbé. Ça, c'est une notion importante à avoir en tête parce qu'un réservoir, bien sûr, peut ne pas être à l'équilibre. Hein. C'est des choses qui peuvent être très dynamiques, très évolutives dans le temps. C'est le cas du Vésuve. Il y a des arguments que je vous ai présentés tout à l'heure qui montrent que c'est un système qui est tout sauf statique. Donc la notion d'équilibre peut être discutée, mais il faut garder ça en tête. Définir le déséquilibre suppose au préalable avoir défini l'état d'équilibre, ce que nous on fait. Ça, c'est l'approche de laboratoire vous permet de façon indiscutable de dire ça c'est le système, c'est l'état d'équilibre vers lequel le système tend.
Alors nous, qu'est-ce que l'on fait? Vous avez ici une coupe schématique d'un réservoir, enfin je veux dire une coupe générale d'un volcan avec son réservoir à quelques kilomètres de profondeur. Ce que l'on fait systématiquement dans ces cas-là, c'est qu'on essaye donc le réservoir qui alimente et qui produit un certain nombre de produits volcaniques, on essaye de repérer les produits éjectés qui correspondent à la partie la plus apicale, la plus sommitale du réservoir, sachant que c'est la partie qui est la moins susceptible d'avoir été affectée par des processus de recharge en profondeur et où les choses thermiquement sont les moins perturbées. Donc on pense, l'hypothèse de base, c'est de dire que la partie sommitale est la plus susceptible d'avoir atteint l'équilibre. Et bien sûr, comme elle est sommitale, elle vous donne la reproduction des conditions d'équilibre ou de la minéralogie présente dans ces magmas permet de définir vraiment le sommet du réservoir dans la mesure où on y arrive. Donc ce que je vais vous présenter correspond pour l'essentiel à des échantillons que l'on pense avoir été, lorsqu'ils étaient en profondeur, dans la partie apicale du système. Bon, les méthodes, on fait des expériences et jamais très... on ne voit rien. En gros, c'est ça notre problème. Quand on fait des expériences, on ne voit rien. Je dis toujours que quand les gens visitent le laboratoire et qu'on dit qu'on fait de la volcanologie expérimentale, tout le monde s'attend à voir le petit volcan avec le petit panache de fumée et que c'est rouge et c'est chaud et tout. Non, malheureusement, on ne peut rien voir. Donc c'est assez désespérant pour les lycéens qu'on essaye de récupérer dans nos filières. Quand ils ressortent plus déçus en général, mais enfin on essaye de récupérer le coup quand même, en leur disant non, à l'intérieur c'est chaud, donc vous avez des cylindres, des autoclaves, c'est une cocotte minute améliorée, un système de contrôle, mais quand même dans l'ensemble, ce n'est pas très excitant à montrer. Voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut vivre quand on est au laboratoire. Alors, quelques mots, on retrouve ici la colonne lithostratigraphique du Vésuve. Donc nous, bon, vous avez compris, il y a un certain nombre de quelques centaines d'éruptions au Vésuve. Mais il n'est pas question de travailler sur toutes les éruptions, parce qu'on n'en sortirait pas. Donc, on a choisi un certain nombre d'événements qui sont indiqués ici par les étoiles, comme événements que l'on qualifie, que l'on pense être vraiment représentatifs de ce qui s'est passé, qui pourrait se produire. Le scénario prévu avant nos travaux par les volcanologues italiens était un scénario qualifié de type Polena. Donc, c'est ça que l'on pense qui sera la prochaine crise au Vésuve. Donc, on a bien sûr pris Polena parmi nos échantillons. Vous avez ici la chimie des roches. Donc, en gros, vous avez des roches qualifiées de felsiques, donc relativement froides et différenciées. Vous verrez, une des conclusions de nos travaux montre que ces magmas-là étaient à peu près aux alentours de 800 degrés. Et vous avez la partie un peu plus mafique, donc celle qui arrive dans le réservoir et qui, par refroidissement et fractionnement, produit celle-ci. On sait ça, on a des données pour montrer que c'est ça qui produit ça. Donc, c'est la cristallisation fractionnée. Ça, on peut le prouver par des manips de laboratoire ou par la géochimie classique. Et la seule chose que l'on peut peut-être souligner ici, c'est que vous avez un changement de chimie qui est relativement remarquable entre ces deux premières éruptions pliniennes qui sont plus potassiques, plus sodiques que potassiques par rapport à tout ce qui s'est passé depuis Pompéi. Bon, voilà, c'est une observation, encore une fois, qu'il faut pouvoir intégrer dans les modèles pétrogénétiques. Quelques mots sur la procédure, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'ai oublié de montrer, je l'avais montré hier, peut-être que c'est après, non c'est après. En fait, ce que l'on prend, c'est de la ponce du Vésuve, de Pompéi. Vous allez visiter les ruines de Pompéi, il y en a partout, il suffit de vous baisser, vous en prenez 2 ou 3, vous êtes sûr que c'est la bonne. Au moins, c'est un magma relativement homogène. On broie cette ponce, et une fois qu'on en a fait une poudre, on la met dans des petites capsules ici, vous voyez, ça fait à peu près 2 cm de haut. Capsule d'or. Pourquoi l'or? Parce que c'est un matériau qui est inerte chimiquement par rapport à ce qu'on y met dedans, donc ça ne réagit pas. Et à haute température, dès lors que vous êtes à plus de 600 degrés, ça devient malléable et ça transmet la pression. Donc la pression qui est reproduite en laboratoire par des pressions d'argon, par un jeu de vérins hydrauliques qui nous permettent de simuler des pressions de plusieurs kilobars si nécessaire. Donc cette capsule est remplie, elle est soudée aux 2 extrémités, remplie avec de la poudre de roche ou de verre résultant de la fusion de cette roche, ainsi que des fluides, on met de l'eau, du CO2, enfin ce que vous voulez, là c'est vraiment c'est votre imagination, enfin pas tout à fait, mais enfin vous pouvez vous amuser en quelque sorte. Et une fois qu'on a rempli la capsule, on la soude aux 2 extrémités. Vous voyez là la capsule une fois qu'elle a été soumise à pression de température, donc elle est écrasée, c'est normal. Et la pauvre capsule ici est complètement dilacérée pour récupérer ces petits fragments de verre partiellement cristallisés qui sont les résultats de nos produits expérimentaux. Vous avez ici
un exemple un peu plus généreux en termes de quantité de matériel récupéré. Mais vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille sur des petites quantités. En général, on met guère plus que 30 mg dans les capsules. Donc d'où la question généralement qui vient tout de suite, c'est comment vous pouvez expliquer un volcan avec 30 mg. Bon, ce à quoi on répond, on essaie d'établir des lois physiques et chimiques qui, en principe, sont valables à toutes les échelles. Alors, bon, avec le spot, on ne voit pas très bien. Quelques illustrations de ce que l'on produit. Une fois que vous avez, récupéré votre fragment ici, vous polissez, vous faites un montage en résine et tout, et vous faites la première technique d'analyse que vous appliquez, c'est le microscope électronique à balayage. On voit ici mal, je m'excuse encore pour la lumière, mais enfin, vous avez un certain nombre de phases. Grenat, clinopyroxène, feldspath, du verre. Le verre, c'est le liquide magmatique qui a été trempé. On peut tremper rapidement. Vous avez ici l'éruption sur laquelle c'était fait et les conditions, donc en l'occurrence 775 degrés et 2 kbar, avec la quantité d'eau en poids pour cent ajoutée au système. Donc pour ces conditions-là, là c'est une approche, je dirais, exclusivement empirique. On constate qu'il y a ce type de phase, cette proportion de phases qui cristallise. Voilà la même composition avec simplement une augmentation légère de la pression. On garde la température constante, on change un peu l'eau et vous voyez qu'on n'a plus de grenat, comme dans la précédente, on n'a plus que de l'amphibole. Ça illustre quoi? Ça illustre un fait, c'est qu'en laboratoire, vous pouvez varier indépendamment température, pression, teneur en eau. Ça vous paraît simple, mais c'est quand même ça qui nous permet de jouer, le fait de pouvoir jouer indépendamment sur des paramètres dits intensifs ou même extensifs, est un avantage par rapport au système naturel. On peut vraiment faire ce que le volcan, lui, d'une certaine façon, ne peut pas faire, vu qu'il fonctionne en système fermé. Nous, on peut s'amuser à explorer tout un tas de conditions jusqu'à ce que l'on le reproduise. Si vous faites une image au microscope électronique à balayage des roches, des ponces du Vésuve, vous allez observer ce même genre de texture. La seule différence, elle est quand même, il faut quand même la remarquer, c'est la taille. On fait des manips, nous, pour vous donner un ordre de grandeur, à 800 degrés, on doit laisser le système cuire à peu près pendant une semaine. Si vous arrêtez votre manip au bout de 2-3 jours, les minéraux sont trop petits. Au bout d'une semaine, que vous fassiez une semaine, 15 jours, 3 mois ou 6 mois, ça ne change pas. En tout cas, en termes de taille du cristaux de proportion, on considère que le système a atteint une forme d'équilibre. Et donc, on sait par expérience, ça c'est l'expérience qui nous le dit, qu'une semaine à 800 degrés, c'est suffisant pour atteindre l'équilibre cristal-liquide. Si vous montez la température, bien sûr, c'est plus court. Un basalte, 1200 ou 1100 degrés, vous avez besoin d'à peu près d'un jour pour le faire cristalliser et avec des tailles de cristaux qui sont analysables par la microsonde électronique. Donc, vous voyez, c'est des tailles qui sont de l'ordre de 20 microns. Donc, un micron, c'est 1 millième de millimètre. Dans la nature, les minéraux sont à peu près 100 fois plus grands. Donc, ce n'est pas tout à fait la reproduction de ce que l'on observe. Mais quand même, on arrive en termes de nature, de proportion de phase, on arrive à faire les choses correctement. Voilà un dernier exemple, il y en a peut-être d'autres, mais sur lesquels je vais passer plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe quand, par rapport à la diapo précédente? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté moins d'eau, et donc du coup, le système cristallise violemment. Donc, on a quand même une possibilité de contrôle très fine de la réponse du système dans nos expériences. Et c'est cette possibilité-là qu'on utilise pour jouer sur les paramètres jusqu'à ce que l'on reproduise l'assemblage de phases, comme on dit dans le jargon, de la roche, donc de la ponce que vous avez travaillée. Et donc voilà. Alors là, vous allez voir, je ne vais pas vous les détailler tous, parce qu'il y en a une bonne dizaine de diagrammes de ce genre-là, donc il ne s'agit pas de vous écœurer définitivement de la pétrologie expérimentale. Qu'est-ce que l'on fait une fois qu'on a fait ce travail? On établit des sections, des diagrammes de phase, c'est un diagramme de phase isobar, c'est-à-dire que là, pour toutes ces sections-là, c'est la température qui varie et la teneur en eau du système, exprimée ici en fraction molaire. Et donc, on maintient constant la pression, et chaque point, chaque carré noir représente une capsule d'or. Donc, pour une température, on a simplement varié la teneur en eau. Et ce faisant, on quadrille l'espace et on détermine le domaine de stabilité de chaque phase constitutive. Donc, le feldspath, le clinopyroxène. Le clinopyroxène, ça veut dire qu'il est stable en dessous de cette courbe. Ici, vous avez une courbe importante, c'est le solidus, c'est-à-dire qu'en dessous de ça, tout est cristallisé, alors que ça, c'est le liquidus. Au-delà de cette courbe, tout est liquide, il n'y a pas de cristaux. Donc on sait que nous, c'est par ici que ça se passe,
vu qu'il y a des cristaux dans la ponce, c'est là qu'on doit jouer en termes de pression de température. Une fois que vous avez établi ce diagramme, vous regardez ce qu'il y a dans la roche, feldspath, amphibole, quinopyroxène, et vous regardez où se croisent les différentes champs de stabilité. Dans le cas de cette éruption, on arrive à reproduire la minéralogie de la ponce, très exactement ici, donc à 775 degrés pour des teneurs en eau de l'ordre de 6-7%. Donc voilà ce que l'on peut faire en laboratoire. Alors ça prend du temps. Alors je vous rassure tout de suite, une expérience ne consiste pas en une capsule. Les 6 capsules ici ont été faites dans la même expérience avec 6 autres capsules de chaque éruption. Enfin, on peut faire à peu près 25-30 capsules par expérience. Donc on n'est pas non plus à chaque fois pour une capsule faire une manip, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais enfin, ça représente quand même beaucoup de travail analytique post-expérience, donc il faut prendre en compte. Donc un autre exemple où là, pour vous montrer comment on varie, là, c'est plus la température reste constante, on joue sur la pression, on cherche à localiser la pression de stockage, donc on joue sur la pression dans nos expériences, et voilà ce qui se passe. Si à 800 degrés, vous jouez avec la pression, vous n'avez pas de solution, simplement, vous n'arrivez pas à reproduire l'assemblage de phase de la roche. Donc, donc ça veut dire que c'est probablement pas 800 degrés la bonne température. Et ainsi de suite. Bon, alors voilà, c'est simplement pour vous montrer que chaque expérience, chaque composition a été travaillée dans le détail. Je vous passe, je vais aller directement au vif du sujet. Voilà, les données de base sont récapitulées ici, c'est celles qui nous intéressent finalement. Pour chaque éruption principale, vous avez les conditions de stockage en termes de pression, température, teneur en eau et composition de la phase fluide. Donc vous voyez que pour les 3 premières, les éruptions dites pliniennes, en gros la pression de stockage était de 2 kbar, température autour de 800 degrés. Et la grande différence, c'est entre Pompéi et Poléna, je le citais tout d'abord, il y a un saut de pression significatif, puisque supérieur à la résolution expérimentale ou la résolution de la technique utilisée pour déterminer la pression, on passe de 2 kbar à 1 kbar, donc à peu près un saut de 3 km en termes de profondeur de réservoir. Bon, là, je passe sur c'est la top-bottom. Alors, l'autre approche que l'on peut faire, je vous ai présenté ici rapidement ce que l'on peut faire sur les éruptions, sur la partie apicale du réservoir. On peut également faire le même travail sur ce qui rentre dans le réservoir, donc sur la partie mafique. Je passe rapidement pour essayer de voir quelle est l'extension verticale du réservoir, hein, quelle est sa taille dans l'axe Z. Ce sont des choses que l'on peut... Donc je vous passe le détail, hein, ce sont des observations au microscope électronique encore sur un certain nombre d'expériences faites sur la composition basaltique, on va dire. Vous voyez, bon, vous avez du clinopyroxène, du liquide, c'est un petit peu plus simple que pour les compositions plus acides. Là n'est pas le propos. Voilà le diagramme de phase correspondant. Oui, c'est la partie, encore une fois, plus simple, comme je le disais, que les compositions plus acides. Et ici, je vous montre, qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre qu'il y a bien sûr, en plus des aspects topologiques, les relations de phase, on a bien sûr accès à la chimie, à la fois des minéraux que l'on fait cristalliser et des liquides que l'on produit, liquides par cristallisation fractionnée. Et c'est ce qui vous est représenté ici, tous les symboles de différentes couleurs, dans une projection simple, hein, la teneur en MgO du verre ou du liquide, hein, ce sont des verres quand on les analyse bien sûr, versus CaO, bon, versus le calcium. On aurait pu choisir d'autres indicateurs, mais cela marche bien. Vous avez ici les losanges bleus que l'on retrouve ici jusqu'ici, ce sont la composition des roches naturelles. Et ce que l'on cherche simplement, encore une fois, à faire, c'est de voir dans quelle mesure nos liquides expérimentaux, nos verres produits dans nos manipes, reproduisent la tendance, la dispersion géochimique préservée dans les roches au cours d'une éruption. Ça, c'est l'éruption de Poléna, donc une des dernières grosses éruptions. Et l'on voit que dans nos expériences, on est capable de reproduire cette dispersion géochimique. Donc ça montre qu'on est quand même dans le vrai, qu'on n'est pas en train de faire des expériences complètement hors champ réel, puisqu'on est capable de reproduire une observation fondamentale qui est la composition de la roche chimique qui est sortie, enfin de la lave qui est sortie. Et quand je dis qu'on reproduit non seulement, mais on fixe des contraintes. On sait que le magma basaltique était à des températures de l'ordre de 1100 degrés, alors que les roches plus différenciées sont des températures au mieux de 950 degrés. Donc bon, ça c'était simplement pour illustrer que, oui, c'est un diagramme, une photo que j'aurais pu montrer bien avant, c'est
Bon, pour les gens qui ne sont pas géologues, ce qui est basaltique, c'est noir, c'est la ponce noire. Ce qui est phonolithique, c'est blanc. Bon, pardon? Là, la pression, ici, ce sont des pressions de l'ordre, c'est indiqué ici. Alors, dans le niveau de stockage, comment le réservoir superficiel, oui, les pressions d'évolution, en fait, les pressions de fractionnement du magma basaltique est la même que son dérivé felsique. Donc, on est toujours dans la croûte supérieure, entre 2 et 1 kbar. Et ce qu'indique ce diagramme, en fait, c'est que la zonation thermique d'un réservoir de taille intermédiaire va de 800 degrés à 1050 degrés. Ça, c'est une donnée qu'on n'a pas par ailleurs. Donc, ça, c'est important pour comprendre, notamment les gens qui font la simulation numérique après du phénomène éruptif lui-même. Je vous montrerai un exemple en fin d'exposé. Ils ont besoin de savoir quelle est la profondeur, bien sûr, mais quelle est la température, parce que ça a des conditions, bien sûr, importantes sur les phénomènes d'interaction avec l'atmosphère dès lors que le magma sort dans l'atmosphère. Alors, un exemple ici pour vous montrer la finesse avec laquelle on peut décrire l'évolution du système. Vous avez ici un certain nombre d'expériences, 1100 degrés, 1050. Bon, et le rôle, ce qu'on remarque ici, ce qu'on met en évidence ici, c'est le rôle d'une phase qui est la leucite, une phase très riche en potassium, qui a 20% de potassium. Et bien sûr, dès lors qu'elle cristallise, vous voyez que le liquide résiduel a tendance à s'appauvrir en potassium de façon dramatique. Alors, ça peut vous paraître un exercice purement académique, ça ne l'est pas tout à fait, parce que, là encore, vous avez la dispersion des roches naturelles, indiquée par les losanges bleus ici, et on voit bien que le système naturel, le réservoir dans lequel ces roches-là se trouvaient, n'a jamais atteint des conditions où ce minéral-là cristallisait. Sinon, on n'aurait pas pu atteindre ce système, cette composition très riche en potassium. C'est une observation simple, mais qui est importante. Ça veut dire en gros que le réservoir qui alimentait cette éruption, c'est une conclusion importante, a une pression au moins de 500 bars. Donc 1,5 km, à peu près, enfin 2 km dans la croûte. Donc on peut caler par valeur inférieure, mais également par valeur supérieure, les pressions de stockage des réservoirs en utilisant, en plus de la topologie, des arguments compositionnels, hein, donc la chimie des verbes, la chimie des liquides produits. Donc ça, je ne vais pas insister là-dessus, c'est peut-être un peu trop... Donc si je résume, l'idée majeure la conclusion majeure de nos travaux, donc encore une fois, qui repose sur l'acquis, le savoir-faire et la connaissance donc développée par les Italiens depuis 150 ans, est celle-là. C'est-à-dire que si vous faites un diagramme simple de pression de stockage versus le logarithme du temps, une unité un peu bizarre, mais enfin bon, c'est utile, voilà la tendance que vous obtenez, à savoir, plus les éruptions sont anciennes, plus le réservoir était profond. Donc ça quand même, bien sûr, quand vous voyez ça, on peut avoir envie de conclure que bon, ben là c'était 44, aujourd'hui c'est ici, quoi. Bon, faut se garder de ce genre d'approximation parce que bon, on ne peut pas exclure que le système, ça fait partie d'un grand cycle et qu'à partir d'ici, ça redémarre ici, puis ça va repartir comme ça. Les esprits malins peuvent toujours vous dire ça. Bon, toujours est-il que là, cette tendance-là existe, elle est documentée. Maintenant, non seulement elle est documentée, mais on l'a quantifiée. Là, ce sont les barres d'erreur. On peut attribuer une barre d'erreur ici à chaque point. C'est de l'ordre de 200, 300 barres. Donc, on est quand même bien en dehors des barres d'erreur expérimentales de la détermination des pressions de stockage. Donc, voilà une observation. Ça veut dire que si je reviens à mon diagramme de départ, ça c'est l'état de l'art, la connaissance, ou du moins le modèle d'évolution auquel avaient abouti les géologues, les volcanologues italiens. Donc en gros, vous voyez que l'essentiel était posé, l'essentiel était acquis. Nous, voilà ce qu'on a fait, on a simplement recalé, les données expérimentales ont servi à ça, à montrer que plus le réservoir est petit, plus il est superficiel. Et bien sûr, ça a des implications, parce que pour la défense civile italienne, bon, ça pose un petit peu des questions. Jusqu'à présent, on était dans la logique que le réservoir dans lequel tout se passait était grosso modo resté à peu près à la même profondeur. Au moins, les données expérimentales montrent que ce n'est pas le cas. Il y a des différences substantielles, significatives, de changement de niveau d'accumulation. Alors, ce n'est pas le réservoir qui migre. Hein. Les gens concluent souvent à ça, c'est que c'est comme si c'était un diapir qui s'était déplacé. Non, ce qui se passe, c'est que
Ce réservoir-là, à partir de Pompéi, n'a plus été actif pour une raison que l'on ne connaît pas. C'est toujours resté, le volcan n'a pas changé de position, ça peut se produire parfois. Les magmas qui sont arrivés dans le système, qui sont rentrés dans le système, dans sa partie superficielle, ont tout simplement bypassé, enfin sont passés à travers cet ancien réservoir, qui est probablement un Pluton maintenant, s'il restait des choses, et a commencé à s'accumuler, à produire un réservoir superficiel. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas le réservoir qui monte, c'est le niveau d'accumulation qui a changé. Alors, je vais terminer, je ne sais pas quelle heure il est là, c'est bon. Je vais terminer sur un dernier aspect qui est récent, qui est important également au Vésuve. C'est, je reviens sur mon diagramme du départ, hein, la dispersion géochimique. Pourquoi quelle est la cause de cette dispersion, de ce changement de composition des magmas émis au Vésuve? Alors, vous avez plusieurs hypothèses, bien sûr. Soit c'est parce que la source a changé, ça, on ne peut pas l'exclure. Hein. Je vous rappelle, on est en contexte de subduction, donc la source de ces magmas, c'est 100-150 km. Enfin, le basalte qui est parental, le basalte parent, est produit dans le cadre d'une zone de subduction, et puis ça monte et ça fractionne et tout. Donc on peut dire que, et pourquoi pas, la zone a changé, peut-être que ça a monté de 10, 20 ou 20 km et que là, le niveau que fondu a une composition différente. L'autre hypothèse, celle qui est défendue ici, qui a été testée expérimentalement, c'est que le magma est grosso modo le même, mais l'interaction avec l'encaissant a changé au cours du temps. Et c'est ce qui vous est montré très exactement dans ce diagramme, c'est important. Vous allez voir, il y a des conséquences. C'est des manips où on a fait cristalliser un basalte de type Etna. Ici, un basalte tout simple. On le fait cristalliser, hein, on baisse la température, et voilà la dispersion chimique en vert qu'on observe. Et d'autres expériences de même type dans lesquelles on a simplement rajouté du carbonate. Le carbonate, le calcaire. Hein, le Vésuve est construit sur une plateforme carbonatée mésozoïque. Il y a plusieurs kilomètres de niveaux carbonatés qui sont sous-jacents au Vésuve. Et ça fait longtemps que l'on suspecte qu'il y a des interactions. Il y a des évidences pétrologiques pour ça, hein, des niveaux d'escarne et tout qui montrent que le magma croûte un petit peu, plus ou moins, le carbonate. Donc voilà, sur la base de ces observations, on a testé, c'est Giada Iacono-Marciano qui l'a fait, qui est chargé de recherche CNRS à l'ISTO, donc a simplement fait un test expérimental de cette hypothèse. Et surprise, on a pu montrer que ce redressement de la tendance peut être assimilé, peut signer une assimilation de plus en plus importante de carbonate au cours du temps, enfin, pour les éruptions les plus jeunes. Donc, voilà, ça c'est un test expérimental, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se produit, mais en attendant, on peut reproduire expérimentalement la dispersion géochimique. Donc ça a des conséquences. Pourquoi ? Ça a des conséquences, il y a un certain nombre de... je ne rentre pas dans le détail des réactions chimiques, hein, vous consommez la calcite et le magnésium pour produire des quinopyroxène, et vous libérez surtout du CO2, et c'est là que c'est important pour nous, parce que, bien sûr, quand vous croûtez du carbonate, comme explique la réaction ici, vous libérez des quantités non négligeables de CO2, même des quantités colossales. Et donc ça a été donc voilà, c'est ce qui est schématisé ici. Un autre exemple pour vous montrer qu'on peut reproduire les inclusions, un certain nombre d'inclusions qui étaient qualifiées jusqu'à présent d'anormales, on n'arrivait pas à les comprendre. Inclusions vitreuses, donc ce sont des inclusions qui sont piégées, vous avez un exemple ici, dans des minérales de type clinopyroxène olivine. Vous analysez ces inclusions, elles ont des compositions anormales, enfin jusqu'à présent elles étaient anormales. On peut les reproduire parfaitement, ou du moins on peut reproduire la tendance de ces inclusions par un processus d'assimilation de carbonate. Donc la conclusion à laquelle on arrive, c'est que, voilà, elle est traduite ici, il faut à peu près 6 à 9% d'assimilation de carbonate pour reproduire la composition basalte téphritique moyenne, en tout cas celle qui a été émise dans la période récente. Alors, ça a une conséquence qui était, à laquelle on ne s'attendait pas, qu'on peut en tout cas quantifier, c'est bien sûr sur les mesures de CO2 que vous pouvez analyser dans la partie, soit sur le cône central ou en région périphérique du Vésuve. Vous avez ici un certain nombre de courbes qui vous montrent la quantité, alors là, je crois qu'il y a une courbe qui manque, ça ce serait la quantité de CO2, le maximum de CO2 que vous pouvez dissoudre dans un magma basaltique à peu près 2 kilobars ou 1 kilobar.
Et vous avez ici les proportions de CO2 qui sont produites dès lors que vous assimilez soit 6 ou 9% de CO2. Alors ce qui est potentiellement contenu dans le magma sous forme dissoute, le CO2 qui est sous forme dissoute, c'est le trait qu'on voit très mal ici, qui est par ici, donc qui est à un ordre de grandeur inférieur à ce qu'on peut bien sûr relarguer en cas d'assimilation. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que les émissions mesurées indiquent, finalement les émissions mesurées aujourd'hui, indiquent que les flux de CO2 ne peuvent pas être expliqués par uniquement la quantité présente en solution dans le liquide silicaté. Vous avez besoin au Vésuve de l'assimilation de carbonate. Donc ça a des contraintes, bien sûr sur l'interprétation du signal CO2 que vous mesurez au Vésuve, mais ça d'une façon plus large, ça montre que si ce phénomène-là se produit dans d'autres endroits dans le monde, ça pose des questions sur les estimations des flux de CO2 liés à l'activité volcanique. Hein, on peut, si on fait l'hypothèse que tous les volcans sont affectés par ce phénomène, ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est une question qu'il faut se poser maintenant, on a potentiellement une sous-estimation du CO2 émis par l'activité volcanique qui est inférieure de 2 ordres de grandeur à la réalité. Bon, c'est simplement pour vous dire que les expériences de ce genre-là permettent de comprendre ce qui se passe en profondeur au Vésuve, mais ont également des implications d'ordre plus global, compréhension, les flux de volatiles émis par l'activité volcanique d'une façon générale. Bon, voilà ce qui se passe. Hein, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on pense que avant la période récente, avant 2000 ans, le réservoir était stocké. Ça, c'est le niveau carbonaté dont on image très très bien la partie supérieure par données sismiques ou gravimétriques. On a moins de contraintes précises sur la profondeur réelle, mais on pense que une des raisons du changement chimique de la nature des magmas émis est due au fait qu'il y a eu un niveau de stockage plus profond, plus intégré dans les niveaux de carbonate, ce qui a permis une interaction plus approfondie entre le magma et les niveaux carbonatés. Donc voilà rapidement ce que je voulais dire sur les aspects interaction, qui sont en général des aspects qu'on considère comme mineurs en termes de bilan de volatiles émis. Non, ça peut être, non pas majeur, mais complètement dominant par rapport à la charge initiale de CO2, de volatiles, présent dans le système avant son interaction avec un niveau carbonaté. Alors, à quoi ça sert? Ici, je vous montre une simulation. Ça, ce sont les collègues, les géologues, enfin les géophysiciens, les numériciens, on va dire, de Pise. Hein, c'est l'INGV de Pise c'est des collègues qui ont développé les modèles 3D de simulation numérique du phénomène volcanique lui-même. Et ici, je vous montre simplement ce qu'ils sont capables de faire en Italie. Moi, je considère que ce sont les meilleurs au monde pour la prévision, enfin du moins la simulation du phénomène volcanique, pour des raisons évidentes. Ils sont quand même les premiers concernés. Il n'y a pas que le Vésuve, il y a d'autres volcans, hein, l'Etna, Stromboli, les champs flériens. Enfin bon, ils ont de quoi s'occuper. Et donc, ils ont tellement la pression qu'ils développent des codes 3D qui permettent de décrire le phénomène, de simuler le phénomène avec un niveau de détail qui est remarquable. Parce que là, alors j'ai une autre visualisation qui est plus... Est-ce que c'est encore activer le mode play pour l'écran. Là, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez toujours le même type de simulation. On voit pas bien, on voit pas bien avec la lumière, on voit pas bien. Ce qui est intéressant de voir, c'est le rôle de la barrière, la barrière morphologique que représente la bordure de la caldeira produite lors de l'éruption de Pompéi, hein, ou des éruptions pliniennes, qui sert en fait de rempart et qui canalise les retombées, les coulées pyroclastiques issues de ce genre d'éruption vers un côté bien précis, qui est là où tout le monde a construit sa baraque. Donc, alors que c'était plutôt ici qu'il fallait le faire. Enfin bon, c'est comme ça, parce que là, il y a la mer. Et donc, bien sûr, les gens construisent là où il y a la mer plutôt que de l'autre côté. Mais ça vous montre quand même, ce qui est important, c'est que pour faire ces simulations, les numériciens ont besoin, bien sûr, des conditions de départ. Et c'est ça que nous, on fait. Nous, on fournit les conditions de départ. Le résultat, j'ai pas d'autres vidéos de ce genre, mais suite à nos résultats, les numériciens de Pise ont bien sûr intégré, ont fait des simulations depuis lors en faisant varier la profondeur pour voir dans quelle mesure, alors je ne peux pas vous le montrer ici, dans quelle mesure ça affecte
la dynamique éruptive et simplement la dispersion des produits ou les retombées des produits lors d'une éruption. Ça, c'est un scénario de type Polena, donc sublinien. Voilà à quoi les Italiens sont arrivés maintenant, quels sont les outils d'aide à la défense civile. Ce sont des outils très, très précieux parce que ça vous permet quand même de définir des cartes de risque très précises. Bon, bien sûr, ce n'est pas parfait, hein, il y a plein de choses qui peuvent changer d'une éruption à l'autre, les conditions météo entre autres. Il y a encore du travail à faire, mais quand même, on arrive à un niveau de description du phénomène humain, de la possibilité de simulation du phénomène qui est, de mon point de vue, extraordinaire. Voilà le schéma intégré. L'idée reste très simple, c'est-à-dire, voilà, si vous regardez une coupe actuelle du système qui est sous-jacent au Vésuve, voilà ce qu'on devrait voir, si on ne s'est pas trompé. C'est un pluton, donc l'ancien réservoir qui alimentait Pompéi, localisé à 8 km de profondeur, surmonté par un deuxième pluton ou un réservoir en voie de refroidissement, voire probablement vidé, donc qui a caractérisé l'éruption de 472, celle de Polena, et l'éruption récente, l'activité récente des 3 derniers siècles, caractérisée par vraiment un tout petit réservoir en forme de cigare, localisé pratiquement dans le cône lui-même. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui de la structure du système de plomberie, finalement, du Vésuve, en tout cas pour les 20 000 ans précédents, enfin les 20 000 ans à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'avais d'autres trucs à vous dire. Voilà, bon, oui, quelques questions en suspens, bien sûr. Hein, c'est de la recherche, donc je ne dis pas qu'on a répondu à des questions, on en a en tout cas posé de nouvelles, c'est celle-ci. Quelle est bien sûr l'origine, pourquoi le réservoir a migré, ou le niveau d'accumulation a migré? On a plusieurs possibilités, changement des propriétés du magma. Les magmas sont peut-être plus riches en volatiles, donc moins denses, tendance à monter plus haut, c'est une possibilité. A priori, ce n'est pas le cas, d'après ce que l'on connaît de la chimie de ces roches. Les analyses, notamment des inclusions vitreuses, ne suggèrent pas cette possibilité. Une autre, c'est un changement du régime de contraintes externes. Le Vésuve est localisé au croisement entre 2 réseaux de failles régionales. Donc, ça a certainement joué un rôle. Est-ce que c'est un rôle de premier ou de deuxième ordre? On ne peut pas le dire. L'autre, auquel moi je pense qui a certainement joué un rôle, c'est le changement de la forme de l'édifice, de la taille de l'édifice. Ça, ce sont les travaux en particulier de Virginie Pinel et Claude Jopard à l'IPGP qui ont bien montré, c'est des travaux de physique, modélisation physique, de quelle est la réponse du système d'alimentation à la charge lithostatique créée par la taille du volcan. En gros, ce qu'on montre là, ce qu'on peut être interprété comme lors de la dernière éruption plinienne, vous avez décapité le volcan, ça c'est des choses qu'on peut documenter, qui se sont produites au Vésuve, et de ce fait, ça a complètement changé, ça a permis une remontée finalement du système d'alimentation, de stockage, simplement par effet de décharge de la pression lithostatique de la charge du volcan. Donc c'est une possibilité qui apparemment s'est avérée ou s'avère être irréversible dans le cas du Vésuve. Parce que si c'est le cas, si c'est ça la raison, en gros, actuellement, on ne voit rien. Il n'y a pas de nouveau cône en phase de construction. Et ça veut dire qu'il n'est pas question d'avoir un scénario type Pompéi dans un avenir proche. Ça fait partie des questions à lesquelles il faut répondre. Et bien sûr, je le répète tout le temps, le Vésuve montre quand même que c'est vrai que c'est important de connaître le passé pour prédire l'avenir, comme on dit classiquement en géologie, mais ça montre que ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas parce qu'on a bien compris, on n'est pas dans un système qui est forcément cyclique. Pour moi, le Vésuve est un volcan dont l'évolution a un caractère relativement irréversible. Je ne vois pas comment on va revenir en arrière, compte tenu de ce que l'on sait maintenant aujourd'hui. Bon, ça c'est une opinion personnelle. Certains... non, ça c'est autre chose. Je pense qu'il aurait été là. Certains volcanologues italiens prétendent que non, que le niveau d'atténuation sismique que je vous montrais en tout début, au milieu de l'exposé, dont le plus superficiel est à 8 km, et bien sûr, 8 km, c'est la pression de stockage, c'est la pression des réservoirs phonolithiques pliniens. Et donc ça permet à certains de dire, non, ce niveau-là correspond à un niveau d'accumulation actuel de magma phonolithique, donc potentiellement
à l'origine d'une future éruption plinienne. Moi, personnellement, je ne pense pas, parce que pour produire des magmas phonolithiques, il faut du temps. La dernière éruption, c'était 44, c'était du basalte. On sait que pour produire une éruption des phonolites en quantité importante, il faut 1000 à 5000 ans. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc on a 70 ans d'écart depuis la dernière éruption. Pour moi, je ne vois pas comment physiquement on peut produire, il y a peut-être un peu de phonolite ou de magma différencié, mais certainement pas en proportion suffisante que pour déclencher une éruption de type plinienne. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et bon, voilà. Merci encore.